7h38 sur la première, c'est donc une nouvelle affaire de pédophilie qui secoue le monde catholique. Elle a cette fois pour cadre, on en parlait il y a un instant, le diocèse de Lyon, en France voisine, et son cardinal, très connu en France, en tout cas Monseigneur Philippe Barbarin, accusé d'avoir couvert les actes contre nature de 2 prêtres. La polémique a conduit le prélat à tenir hier conférence de presse pour affirmer qu'il n'avait jamais couvert le moindre acte pédophile. Et des propos qui, dans la foulée, ont amené 3 des victimes à déclarer avoir perdu toute confiance dans le cardinal de Lyon et dans l'épiscopat français. Alors, au-delà de cette affaire proprement dite, se pose à nouveau la question de la responsabilité des autorités ecclésiastiques en particulier et de l'Église catholique dans son ensemble. Le plaisir ce matin pour en parler et de recevoir en direct de notre studio de Sion le philosophe François-Xavier Putala. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes membre de la Commission nationale d'éthique. François-Xavier Putala, j'ai envie de vous demander votre appréhension des choses, votre réaction, comme on dit, à ces faits-là. Comment le philosophe, aussi le catholique que vous êtes, réagit à cette nouvelle affaire ? Bon, il faut réagir d'abord avec du bon sens. Il y a des victimes, des enfants, des jeunes qui ont été gravement blessés. Et d'abord, ces victimes sont innocentes. C'est la première chose à prendre en compte et ce sont les personnes à accueillir. Mais ce n'est pas en ajoutant une nouvelle victime, et je pense que le cardinal Barbarin est jugé sur la place publique coupable. Ce n'est pas en ajoutant une nouvelle victime, en ne respectant pas sa présomption d'innocence, qu'on va régler des injustices. Donc ce n'est pas par une nouvelle injustice que va se régler l'injustice. Il y a trop de tapage médiatique, notamment fait par cette organisation de la parole libérée qui utilise tous les canaux qu'elle a à disposition, canaux médiatiques pour se faire entendre, et au fond qui condamnerait déjà le cardinal. Ça, vous le déplorez fortement ? Alors je n'ai pas à déplorer que des victimes de faits qui remontent à plus de 25 ou 30 ans déposent plainte. Il faut savoir ce qu'il en est de la réalité. Ce sont des vies qui ont été détruites. Ce sont des vies qui sont basculées. Et parfois, 20 ou 30 ans plus tard, enfin, leur parole se libère. Et c'est bien le mot, la libération de la parole. Et c'est une bonne chose. Et qu'ils déposent plainte, c'est leur droit le plus strict. En revanche, si on regarde attentivement les 2 cas qui sont présentés, il y a une disproportion. Si je prends le premier cas, où la situation, par exemple, s'était passée dans les années 1990-1993, où le cardinal Barbarin n'avait absolument rien à faire avec le diocèse de Lyon, la plainte a été déposée, la justice a classé sans suite l'affaire. Or, de quoi on accuse ? C'est cela qu'il faut voir. Le cardinal Barbarin, je cite, tenez-vous bien, de mise en danger de la vie d'autrui et de provocation au suicide. Je veux dire, le simple bon sens montre qu'il y a disproportion entre les faits qui sont extrêmement graves et ce qu'on reproche actuellement au cardinal Barbarin. Et c'est exactement la même chose pour l'autre cas où les faits remontent aussi à 25 ou 30 ans et le cardinal Barbarin a été informé par une victime directement en 2014. Il prend tout de suite des dispositions avant même que cette personne dépose plainte en 2014 ou 2015. Et maintenant, on l'accuse de quoi ? De dénoncer de non-dénonciation de crimes et de mise en danger de la vie d'autrui. Je veux dire, alors, la justice fera son œuvre, il faut laisser avancer cette affaire, mais s'il vous plaît, qu'on ne juge pas avant la justice, ce n'est pas démocratique. Alors ça, je crois qu'on est d'accord avec ça. François-Xavier Putala, ce qu'on pourrait lui reprocher... Oui, si vous permettez, je pense pas que tout le monde soit d'accord avec cela. Quand on voit le Premier ministre qui intervient... Alors j'allais y venir, l'implication, alors vous me tendez la perche, François-Xavier Putala, j'allais y venir justement sur l'implication de l'État, on va dire du politique, quand Manuel Valls enjoint très clairement Monseigneur Barbarin à prendre ses responsabilités, traduction à démissionner le cas échéant, au fond c'est ça qu'exige Manuel Valls. Qu'est-ce que ça dit des relations entre l'Église et l'État, et qu'est-ce que ça dit du politique d'aujourd'hui ? Mais ça ne dit pas de l'Église et de l'État, ça dit quelque chose de grave sur la non-séparation des pouvoirs. Le Premier ministre représente l'exécutif. Et là, par des déclarations qui sont faites, et si vous écoutez la déclaration, elle est quand même assez claire, c'est une ingérence de l'exécutif qui fait pression sur le judiciaire. Mais vous et moi et nos auditeurs, nous sommes des farouches défenseurs de la démocratie. Absolument. Qui est fondée sur la séparation des pouvoirs. Donc, il y a quelque chose de pathétique dans la prise de position du Premier ministre qui vient faire la morale au cardinal Barbarin. Et une deuxième chose dans ce qu'il dit, si vous écoutez sa déclaration du Premier ministre, il dit « Il faut que le cardinal prenne ses responsabilités ». C'est un peu comique parce que s'il y a quelqu'un
qui, durant toute sa vie, a pris et prend ses responsabilités. C'est bien ce cardinal à 10 000 volts qui va à visage découvert et qui le fait. Et j'interpréterai avec beaucoup d'ironie la prise de position du Premier ministre. C'est oui, le cardinal Barbarin va continuer à prendre ses responsabilités, aussi en tant qu'évêque et porte-parole de l'Église, même en prenant des décisions ou des options, par exemple sur la question du mariage pour tous, qui ne plaît pas au Premier ministre. Et je crois que c'est ça le fond de l'affaire. C'est le fond de l'affaire entre peut-être ces deux hommes, parce qu'effectivement, Barbarin s'était mobilisé contre cette affaire-là. Ce qu'on lui reproche, et au fond, c'est de s'être abrité derrière la prescription pénale de ces cas-là. Vous l'avez dit, ça remonte aux années 80-90. Est-ce qu'il n'aurait pas dû porter sa voix un peu plus tôt ou un peu plus fort? C'est au fond ça qu'on peut lui reprocher à Monseigneur Barbarin, sans parler du volet judiciaire où effectivement personne n'a les clés. Est-ce que comme c'est toujours la question responsable, mais pas coupable. Bien sûr qu'il n'est coupable de rien, responsable de la parole qu'il porte. Est-ce qu'il ne devrait pas porter une parole plus forte? Est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire avant? C'est ça la question qu'on peut se poser. François-Xavier Putala. Je suis extrêmement heureux que vous disiez il est évident qu'il ne soit pas coupable. Remarquez que là aussi, cette parole tranche sur la justice avant même que la justice. J'interprète les faits puisqu'il n'était pas en charge au moment de ces drames. J'imagine qu'il n'est pas coupable de ça. Alors, il n'est pas coupable des drames, ça c'est évident, mais on lui reproche quand même la provocation au suicide et la mise en danger de la vie d'autrui. C'est pas rien comme agression. Alors, il a donné hier en conférence de presse, il ne sait pas ce qui lui arrive parce qu'il dit mais c'est pas possible, c'est une injustice à mon égard. Deuxièmement, on me juge, y compris à l'égard du Premier ministre qui connaît les lois de la République, et la présomption d'innocence vaut aussi pour le cardinal Barbarin. Et alors la troisième chose, c'est de savoir maintenant si prudentiellement il a pris assez de mesures par rapport à ces deux situations. C'est la question de fond. Au fond, est-ce qu'il n'aurait pas dû en faire plus, en dire plus, plutôt que de se défendre, de faire une conférence de presse pour assurer sa défense? Est-ce qu'il ne devrait pas en faire un peu plus du côté des victimes? Est-ce qu'il faut faire un peu plus? Bien sûr, on n'en fait jamais assez. Mais je vais vous donner une petite information qui est un petit scoop. Allez-y. Une personne... Ça s'est passé chez le cardinal Barbarin, et c'est dommage que les journalistes n'en parlent pas. Une personne, une journaliste, est venue voir, il y a quelque temps, le cardinal Barbarin pour le piéger. Une journaliste française? Une journaliste. Elle s'est fait passer pour une victime. Qu'a fait le cardinal Barbarin? À ma connaissance, je n'ai pas une connaissance de première main, je n'ai pas téléphoné au cardinal Barbarin, mais il, d'abord a accueilli cette personne comme une victime, et surtout, immédiatement, il lui a dit ceci: vous allez immédiatement à la police porter plainte, et si vous n'allez pas, deuxième solution, vous me donnez le nom du prêtre et c'est moi qui le fais. Ma question, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aussi de ces prises de position qui sont courageuses, claires? D'où la réaction hier du cardinal Barbarin. Quand on m'accuse de couvrir, vous vous rendez compte, couvrir, ça veut dire quoi couvrir? Ça veut dire, je prends les mots du cardinal Barbarin, tu sais et tu laisses faire. Et il a martelé ça, jamais, ça, jamais. Alors il ne faut pas non plus qu'il devienne lui-même une victime d'une injustice. Effectivement, et c'est la justice qui tranchera. François-Xavier Putala, allons plus loin que l'histoire de cet homme-là, qui visiblement à vos yeux a l'air, et en tout cas ne serait pas coupable et même peut-être aurait bien agi. Depuis les années 2000, quand même, de nombreux diocèses ont été pris dans la tourmente. Et cette Église catholique qui n'en finit pas d'affronter la question des abus sexuels, des maltraitances, qu'est-ce qui ne joue pas quand même pour que de tels cas continuent d'éclater? Voilà. Ce qui ne joue pas d'abord, c'est la faiblesse humaine. Et bien sûr, il y a des cas de pédophilie qui sont innommables et inexcusables, surtout venant de prêtres, c'est-à-dire qui profitent à la fois d'un rapport de pouvoir à l'égard des enfants et en même temps d'un rapport de proximité affective. Et ça, c'est une pression innommable. Il ne faut pas oublier que, hélas, les plus grands cas de pédophilie se passent dans les familles, et pas uniquement d'abord dans l'Église, mais c'est un autre problème. Alors l'Église a pris en
d'abord la mesure de la gravité, après des années où il y a eu des gros problèmes. Actuellement, il y a une option de tolérance zéro qui vient et du Vatican et des évêques. Et je donne un petit exemple que l'on connaît bien en Suisse romande. Monseigneur Charles Morero a mandaté un groupe de travail neutre d'experts qui a enquêté sur un institut fribourgeois qui s'appelle l'Institut Marini dans les années 50, où il y a eu ces cas-là. Une année de travail et il est venu devant la presse, d'ailleurs très ému, très affecté par les témoignages des victimes elles-mêmes et pour prendre un certain nombre de mesures. Donc là, il est venu, Charles Morero, l'évêque Morero, est venu au-devant de problèmes avant même qu'ils soient dénoncés. Et ça, c'est magnifiquement, évidemment, la position qu'il faut continuer à adopter. Est-ce que l'Église en fait assez pour dénoncer ces cas-là, pour traiter ces cas-là, ou est-ce qu'elle peut et doit en faire plus ? Probablement, elle devra encore en faire plus, et elle est en train de le faire à ma connaissance. Je ne suis pas responsable de l'Église, mais à ma connaissance, surtout dans la formation des prêtres, dans la formation des séminaristes, avec tous les psychologues vous le diront, pour quelques personnes que ce soit, on n'a jamais, hélas, on n'a jamais la garantie que des actes de gens qui sont désaxés ne se produisent pas. Mais on peut éviter par prévention au maximum ces actes-là. Et quand ils se passent, alors très clairement, et là il y a eu un progrès de l'Église, les dénoncer non pas à l'intérieur de l'Église, comme ça s'est fait peut-être durant des dizaines d'années, mais devant la justice civile. Oui, et le pape François a donné son feu vert à la création d'une instance judiciaire à l'intérieur de l'Église qui est chargée de juger les évêques dans le cas où ils auraient couvert des abus commis par des prêtres dans leur diocèse. C'est une approche correcte selon vous ? Mais bien sûr, c'est une approche évidemment correcte, c'est-à-dire que, et je crois savoir que dans bien des cas, parfois à l'intérieur même de l'Église, il y a une prudence actuelle qui est une précaution, si vous voulez, qui est encore plus grande, c'est-à-dire que même pour des prêtres qui auraient commis, comme dans les cas qui sont cités, des actes, je répète, innommables, mais dans les années 1990, ces gens-là ont quand même eu droit à une deuxième chance, eh bien l'Église est extrêmement prudente de ne pas renouveler des risques, même si ce sont des gens qui ont fait amende honorable. Et là, il y a un aspect, puisque vous avez dit que j'étais catholique, qui est très important. Il importe que justice soit faite. Nous aimons la justice. Et quand la justice est faite, et seulement quand la justice est faite, peut s'ouvrir au fond de la justice ce qu'on appelle la miséricorde. Et c'est ça l'année du pape François. C'est-à-dire que qui sommes-nous, vous et moi et nos auditeurs, pour ne pas oublier qu'il faut balayer devant notre porte, et celui qui n'a jamais connu sa propre misère, que voulez-vous qu'il comprenne de la miséricorde ? Le protestantisme, François-Xavier Putala, apparemment est épargné par ce type de scandale lié à la pédophilie. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que une des explications est le célibat des prêtres ? Certainement, peut-être une des explications, mais hélas, c'est une explication trop superficielle. Comme je l'avais dit, hélas, la pédophilie se situe à l'intérieur des familles et aussi familles recomposées. Et là, ce n'est pas une question de célibat. Alors, il est probable que chez certains prêtres, le célibat ait posé problème et était une des raisons. Maintenant, la différence entre le protestantisme et le catholicisme, notamment, mais il y en a plusieurs, vient au fait que ces institutions, comme l'Institut Marini, étaient justement pris en charge parce que l'Église catholique l'avait fait plus largement que dans le cadre de l'Église protestante. Mais je ne pense pas que ce soit la question du célibat, c'était une question manifeste d'un problème, et il faut le dire, des années 50 ou 60, de la formation des prêtres à l'égard de la sexualité. Très bien, il faut changer cette formation, et c'est le cas déjà. Sur le célibat, êtes-vous favorable à l'abrogation du célibat des prêtres, François-Xavier Putala ? Je n'ai pas à prononcer, c'est-à-dire je donne une opinion qui est celle du café de commerce ou du simple... Allez-y, on vous y invite. Tiens. Mais oui, je pense que là-dessus, l'Église évoluera, avancera, et qu'il y aura un moment où il y aura un choix. Je connais des prêtres qui sont magnifiquement épanouis dans leur célibat, mais j'en connais aussi qui le sont pour le moins pas. Donc on doit leur laisser le choix de se marier ou pas ? Probablement, ce serait la position, mais il y a une chose extrêmement importante. Il ne faut jamais prendre de telles décisions dans des situations de crise, comme partout dans la vie. Il faut laisser un peu calmer les choses et ensuite réfléchir à tête reposée pour prendre des solutions qui soient bonnes, qui soient justes et qui améliorent la situation et qui ne soient pas simplement une réaction conservatrice à des événements graves. Je retiens que comme catholique, vous n'êtes pas opposé au mariage d'un prêtre éventuellement. Du tout.
C'est très clair. François-Xavier Puttala, on va poursuivre avec la lecture de la presse qui nous ramène à l'union. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'union? Esther Coco et Valérie Droux, une union intermédiaire entre le mariage et le concubinage est en train de se profiler en Suisse. Oui, grande page dans 24 heures et la Tribune de Genève sur l'acceptation hier par le Conseil national de 2 postulats en faveur d'un Pacs à la française en Suisse, une union civile avec certains droits administratifs et juridiques ouvertes tant aux couples hétérosexuels qu'homosexuels. Mais pour les opposants, ce mariage light, c'est comme les boissons sucrées light, un gag de marketing, disent-ils, une dissolution de la communauté de vie, une menace qui plane sur l'institution du mariage, un danger pour les enfants car pas assez solide, une antichambre enfin au mariage pour tous avec en coulisses un lobby homosexuel toujours plus puissant, ont dénoncé certains parlementaires hier à la Tribune. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga rétorque que ce Pacs est un modèle de succès en France et débouche moins souvent sur des séparations que le mariage. François-Xavier Puttala, sur cette union light, alors ce serait une sorte de Pacs à la Suisse, l'union intermédiaire entre le mariage et le concubinage. Qu'en pensez-vous? Alors, deux petites choses, bien sûr, sur quelque chose qui mériterait d'être développé. Tout d'abord, il faut respecter les personnes, les gens qui vivent différemment, et c'est important. Maintenant, on a un problème... Les homosexuels. En l'occurrence. Oui. Les personnes elles-mêmes. Et on a un problème, c'est, je crois, une dérive de nos sociétés où les droits de l'homme auxquels nous sommes, j'espère tout le monde, très attachés, sont en train de devenir les droits de l'individu. Ce qui est un déphasage. Et je veux dire par là que la structure familiale n'a pas qu'une fonction individuelle d'équilibre, elle a une fonction sociale. Et voilà ce qu'il faut dire. Et la deuxième chose, alors je poserai la question critique, c'est que si on ouvre un partenariat sous une forme différente, light ou pas light, je ne vais pas me prononcer là-dessus, j'ai une question critique. Pourquoi est-ce qu'on ne l'ouvre qu'à 2 personnes, et pas à 3, et pas à 4 ? Et j'attends toujours depuis 15 ans la réponse à cette question. Le modèle, c'était un papa et une maman pour faire un enfant. Pour l'instant, on ne fait pas des enfants à 3 ou 4. C'est peut-être sur ce modèle-là qu'on se base. Oui, je tente une réponse. Oui, mais alors je vous remercie parce que c'est la réponse que j'attendais, c'est la réponse du bon sens. Ça veut dire que pourquoi n'y a-t-il pas à 3 ? Parce qu'il y a un homme et une femme qui est justement la structure même du couple. Et donc 2 personnes qui vivent, 2 femmes et 2 hommes ensemble, et je répète, libre à eux de le faire, du fait qu'ils vivent à 2, rendre témoignage magnifiquement au couple lui-même, qui est une union d'un homme et d'une femme. Très bien, démonstration quasi mathématique. Sur ce oui, Pacs... mais quasi mathématique, elle est rationnelle, et j'aimerais bien qu'au lieu de dire « ouais, vous êtes un catho, on sait déjà ce que vous allez dire », qu'une fois dans la société, on réponde à cette question. Alors moi, je ne vous ai rien dit du tout de ce genre-là. Non, mais pas vous, mais je le demande, j'attends des réponses. Effectivement. Bon, peut-être qu'elles viendront. Tiens, vous serez peut-être interpellé aujourd'hui après cette interview. Bon, retour sur ce qui est sorti il y a quelques jours, cette fameuse liste des djihadistes du groupe État islamique, divulguée la semaine dernière par la chaîne Sky News. Selon le Bund, un indice conduirait aux attentats de Paris. Oui, on en parlait dans notre journal de 7h30. Au moins 4 hommes de cette liste proviennent de Suisse ou des bords du Léman, même si le nombre de Suisses qui combattent pour le djihad devrait être nettement plus élevé. Et l'un d'entre eux, du nom de Mourad Fares, a joué le rôle de recruteur pour Daesh. Il a recruté un Valaisan, le premier Suisse à avoir été condamné pour djihadisme. Il a aussi démarché un habitant du canton de Vaud, un Suisse d'origine algérienne. Et ce même Mourad Fares a aussi servi de garant pour le recrutement d'un des terroristes qui a provoqué le bain de sang du Bataclan à Paris en novembre dernier. Alors ce n'est pas encore la preuve d'un lien direct entre les Suisses et ces attentats de Paris, mais le Bund relève ce matin un fait troublant. Le Valaisan, tout comme l'auteur des attentats de Paris, ont quitté la France et la Suisse pour rejoindre la Syrie en même temps. Comment comprendre ça, qu'on puisse quitter la Suisse pour aller rejoindre les rangs du groupe État islamique? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là, François-Xavier Puttala? C'est difficile. Il faudrait regarder au cas par cas. Il peut y avoir des gens qui partent et qui sont des déséquilibrés. Mais si c'est le cas, ce n'est pas un problème social. Il y a un problème beaucoup plus profond, je le disais tout à l'heure. Hélas, les droits de l'homme, et pour nous la personne a une dimension naturellement sociale, sont en train de devenir des droits de l'individu. Nous sommes en train de crever la bouche ouverte sous un individualisme terrible. Or, les jeunes, et j'en côtoie tous les jours, beaucoup cherchent un sens. Et au lieu de trouver un sens chez nous, eh bien, ils vont trouver un sens avec pas mal d'adrénaline, j'imagine, dans des actions terroristes inadmissibles. Donc la réponse est bien sûr policière, elle est bien sûr juridique, mais elle est beaucoup plus fondamentale.
c'est que c'est la recherche même du sens, Oui. et d'aimer les gens là où ils sont. Oui, ce sont au fond des gens qui n'ont pas de sens dans leur existence et qui partent en trouver, comme vous dites, avec pas mal d'adrénaline à la clé, parce Oui. que le monde est devenu trop individualiste. Ça, j'en suis persuadé. Alors évidemment, là-dessus peuvent se greffer des problèmes sociaux qu'on a plutôt dans d'autres pays, en tout cas qu'en Valais ou en Suisse. C'est des gens qui zonent, qui n'ont pas de travail, etc. Et donc là, il y a des réponses proprement sociales à avoir. C'est l'islamisation de la radicalité que décrivait très très bien Olivier Roy il y a quelques mois dans l'émission Tout un monde, qui va suivre d'ailleurs. Bon, on termine avec un dernier sujet qui a trait à la canonisation. Malgré les reproches à son encontre, Mère Teresa sera bientôt canonisée. Oui, la Neue Luzerner Zeitung rappelle d'abord le parcours de vie de Mère Teresa. Elle qui est née à Skopje, qui à 18 ans est entrée dans les ordres des Sœurs de Loreto, puis a été envoyée comme missionnaire en Inde, à Calcutta, où, choquée par la pauvreté, elle a décidé de s'occuper des habitants des bidonvilles. Mère Teresa était une amie proche de Jean-Paul II. Elle va donc être canonisée malgré des zones d'ombre. Un scientifique canadien a dénoncé la situation d'hygiène désastreuse des hôpitaux de Mère Teresa. Ce professeur, du nom de Serge Larrivé, dénonce aussi le manque total de transparence sur l'attribution des dons arrivés par millions depuis le monde entier. Des reproches qui laissent le Vatican de marbre. Bon, on doit se quitter dans 20 secondes. Je suis désolé pour le timing. Mais enfin, sur Mère Teresa, faut-il oui ou non la canoniser, François-Xavier? J'en sais rien, je ne suis pas responsable, mais je soulignerai une petite chose par rapport aux reproches. Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas fait de reproche au Christ? Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas fait de reproche à Saint Paul? Et le jour où il n'y aura vraiment aucun reproche, à ce moment-là, il y aura de quoi se faire du souci. Je considère ça comme une réponse. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin en direct de Sion. Et bonne journée à vous, François-Xavier Putala. Bonne journée, merci.